demander au sujet de l'avortement. Vous avez vu la une du journal de Montréal, de Québec aujourd'hui. Un tiers du caucus qui est contre l'avortement. Ça envoie quel message pour vous? Il y a les 2 tiers du caucus qui n'ont pas été dans le journal ce matin, qui sont pas de cet avis-là. Je pense que c'est sain d'avoir des gens qui expriment leur opinion et je vois pas aucun problème. La position du Parti conservateur n'a pas changé depuis la création de ce nouveau parti-là. Le Parti conservateur a été au pouvoir pendant 10 ans et il n'y a pas eu personne qui a amené ce débat-là sur la table. Les seuls qui parlent d'avortement, c'est les libéraux. C'est les seuls qui parlent de réouvrir le débat sur l'avortement, c'est les libéraux. Les seuls qui parlent de légiférer sur l'avortement, c'est les libéraux, alors qu'on a actuellement le système au Canada qui est le plus permissif dans le monde en matière de droit à l'avortement pour les femmes. Donc, je vois pas de débat là-dessus. C'est quand même 1 sur 3. Pensez-vous qu'il y a peut-être un problème d'image, l'image que ça risque d'envoyer de votre parti au Québec où les gens sont surtout pour encore une fois, la position de notre parti est très claire. Les députés du Québec sont très clairs. Il n'y a pas de débat. Il y a pas un gouvernement conservateur ne va pas revenir sur ce débat-là, ne va pas rouvrir le débat sur l'avortement. Et le seul message qu'on entend actuellement, c'est Justin Trudeau qui fait de la petite politique partisane sur le dos du choix des femmes de choisir pour leur propre corps. C'est ça la réalité. Le Parti conservateur est pro-choix, donc? Le Parti conservateur ne rouvrira pas le débat et le Parti conservateur va maintenir sa position. Merci, M. Berthold. Bonne journée. Est-ce qu'on peut vous entendre au sujet de la une du Journal de Montréal aujourd'hui, qui expose qu'un tiers du caucus est pro-vie? Vous en pensez quoi, vous? Ce que j'en pense, c'est de un, on parle pas des 2 tiers qui sont comme moi, des gens qui sont au choix, qui suivent, moi, Richard Lehoux, pour aller dire aux femmes, en fin de compte, quel choix ils doivent faire. Alors, je suis au choix, je vais le rester. Puis, l'ensemble des collègues, je pense que la majorité parle. Mais le fait qu'un tiers le soit quand même, est-ce que ça risque d'être un problème d'image pour votre parti au Québec? Je ne crois pas. Moi, je pense que ce qui est important pour le Parti conservateur, c'est d'avoir être capable de rassembler, en fait, tous les gens, là, puis d'unir les gens là, dans cette optique-là. Bonne journée. Bonne journée. Discussion sur le caribou forestier avec Québec, ça en est où? Comment ça se passe? Je vous dirais que les discussions ont repris. Je sais que pas plus tard qu'hier, les fonctionnaires du fédéral et de la province se sont rencontrés. Et ce qu'on m'a dit hier soir, le sous-ministre associé m'a dit que les conversations, je pense quand même on peut parler de négociations maintenant, allaient beaucoup mieux. Il y a quelques semaines, Québec nous avait clairement dit qu'il ne voulait plus rien savoir. Là, ils sont revenus à la table. La ministre Lebel et son bureau sont impliqués également dans les discussions. Donc c'est une amélioration pour vous? Bien, écoutez, je pense que le fait que tout le monde soit à la table en train de discuter, c'est une amélioration. Maintenant, l'entente doit être basée sur des données scientifiques, d'une part, puis c'est clair pour nous qu'il faut que les peuples autochtones soient impliqués dans le développement de la solution également. On ne peut pas faire ça sans l'implication des peuples autochtones. Est-ce que vous envisagez encore d'y aller avec un décret de votre côté? Bien, c'est certain que nous avons déjà amorcé tout le processus pour l'adoption d'un décret. Cela étant, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Je dois présenter ça au cabinet. Ensuite, on n'a jamais fait de décret de conservation comme ça dans l'histoire du pays. C'est un peu comme adopter un nouveau règlement. Donc, il faudrait que ce soit publié en Gazette 1, Gazette 2. Alors, il y a quand même un certain nombre d'étapes, mais j'avance avec ça au cas où il n'y aurait pas d'entente avec le gouvernement du Québec. Mais je préfère, je l'ai dit depuis le début, ce que je préfère, c'est qu'il y ait une entente avec le gouvernement du Québec. Merci beaucoup. Today is the National Day of Awareness into murdered and missing Indigenous women and girls. And while this genocide continues, the current government, the current Liberal government, fails to act on the 231 calls for justice that were released almost 3 years ago in the National Inquiry into murdered and missing Indigenous women and girls. And while the government stalls and sits on money that was allocated in 2021, Indigenous women, girls, and Two-Spirit are dying, and families are suffering, looking for their loved ones without support. Without support, while the government, time and time again, is asking for patience.
What an unfair ask of families and survivors of violence to have to be patient as they mourn the loss of their loved ones, as they are left without supports searching for their loved ones. I can think of back home under MLA Bernadette Smith and Drag the Red, how Indigenous women have come forward to lead the charge looking for our own loved ones. This should not be happening. We are not disposable. We are valuable, and we are precious, and we deserve justice. So I'm calling on the government, along with other New Democrats and my entire caucus, to immediately implement the calls for justice, to stop sitting on the 2021 budgetary allocation, get that money out the door, and respond to requests and demands from Indigenous women organizations to increase the funding so we can actually respond to this genocide in a real way. Oui, bien juste mettre peut-être une petite mise en contexte. Là, on a su aujourd'hui que le ministre Alghabra nous disait que c'était trop compliqué pour lui et son ministère de mettre en place une passerelle aérienne. Il y a 2 mois, le Bloc québécois faisait la proposition au jour 7 de la guerre. Suite à ça, le gouvernement s'est réveillé un petit peu tard, 1 mois plus tard, où ils nous ont dit qu'elle allait mettre en place cette fameuse passerelle aérienne-là. Et 1 mois plus tard, donc aujourd'hui, on nous dit que c'est trop compliqué. C'est désolant parce que ce qu'on nous dit, c'est que les gens ne sont pas au même endroit quand ils ont fait leur demande, tout ça. C'est trop compliqué pour le ministère. Écoutez, c'est des gens qui sont débrouillés pour fuir la guerre. Entre vous et moi, là, soyez certains qu'ils sont capables de se débrouiller pour rentrer dans un avion si on leur dit où l'avion va aller. C'est bien difficile. Ce qui est compliqué, en fait, c'est beaucoup plus compliqué pour un Ukrainien qui est pris en Europe d'embarquer dans un avion qui est cloué au sol à Toronto ou à Montréal. Donc, moi, je dis au ministre, envoyez les avions, les gens vont se débrouiller pour rentrer dedans. À un moment donné, il faut que le gros bon sens prime. Puis à l'heure actuelle, s'il trouve ça trop compliqué, le ministre, bien écoutez, il a voulu être ministre, il faut qu'il soit capable de faire la job. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un échec, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a plus de 110 000 personnes au bas mot qui ont fait des demandes. Le Canada a levé la main en disant « on va vous aider à venir ici, on va vous accueillir ». Mais les gens sont incapables de se rendre sur le territoire canadien. C'est bien beau de traiter une demande, mais si tu es incapable de te rendre sur le territoire canadien, ça aura donné quoi de traiter une demande? Donc, je suis énormément déçu parce que j'y crois. Vous le savez, c'est un dossier que je porte depuis plus de 2 mois. C'est quelque chose qui me tient éminemment à cœur. Le Conseil des Ukrainiens canadiens a demandé qu'on mette cette passerelle aérienne en place. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un échec de ce gouvernement-là qui, visiblement, est incapable de se revirer sur un scène rapidement, alors qu'il y a des gens qui souffrent, qu'il y a une crise en ce moment. Vous avez l'impression qu'ils abandonnent complètement l'idée ou vous avez l'impression que... J'ai l'impression qu'ils sont mêlés puis qu'ils n'utilisent pas leur jugeote. C'est sûr que ces avions sont à Toronto et à Montréal. Il n'y a aucune chance que personne ne va embarquer dedans. Envoyez 3 avions en Pologne, je vous garantis que les gens vont les remplir, ces avions-là. Mais présentement, ces avions-là sont nulle part autre que sur le territoire canadien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le terme passerelle aérienne. Là. Le terme passerelle aérienne, ça veut dire qu'on va chercher les gens et qu'on les ramène ici. Mais pour l'instant, on laisse les avions ici. Il y a un petit bout qui leur manque. Là. Quand le ministre dit il y en a qui sont en Pologne, il y en a qui sont en Allemagne, on pourrait envoyer des vols à différents endroits. Qu'on envoie des vols à différents endroits, qu'on le publicise, et vous allez voir assez rapidement que des gens vont faire la queue pour embarquer sur ces avions-là. Mais c'est d'une évidence. Il n'y a aucune chance qu'ils vont embarquer dans un avion s'il est à Toronto ou à Montréal. Je vais le répéter, mais c'est parce que, pour moi, c'est comme le gros bon sens, là. Et présentement, le ministre a l'air désemparé face à cette situation-là. Bien, je lui fais juste remarquer que tes avions, si tu les laisses au Canada, il n'y a personne qui va embarquer dedans, c'est clair. Le fait que aussi on entend par exemple le premier ministre dire ça, beaucoup d'Ukrainiens veulent rester près de l'Ukraine pour éventuellement retourner chez eux. Donc ça, cet argument-là... Bien, c'est pas un bon argument, puisqu'il y a des Ukrainiens qui ont fait une demande pour venir au Canada. C'est de ces gens-là dont on parle. Je veux dire, il y a, oui, effectivement, au-dessus de 4-5 millions de réfugiés ukrainiens. Il n'y a pas 4-5 millions de réfugiés ukrainiens qui ont fait une demande
pour rentrer au Canada. Il y en a, au bas mot, 110 000, ça doit être rendu plus aujourd'hui, c'est le dernier chiffre qu'on avait, mais ça fait à peu près 2 semaines. On doit être rendu à autour de 120 125 000, il faudrait vérifier. Mais ce n'est pas les 5 millions d'Ukrainiens qui s'en viennent au Canada, c'est les 125 000 qui ont fait une demande pour s'en venir ici. L'argument du ministre, comme du premier ministre, est assez faible à ce moment-là. Oui, il y en a qui veulent rester proches de l'Ukraine, mais ces personnes-là n'ont pas fait de demande pour rentrer au Canada. Quand le ministre dit que c'est compliqué, ils sont à différents endroits, ils ne sont pas au même endroit que quand ils ont fait leur demande de visa, ça fait quand même un mois. Comment vous expliquez que... C'est exactement là où j'allais vous répondre la même chose. Ça fait un mois. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore un plan face à ces difficultés-là, si ça en est? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas élaboré un plan pour remédier à ces difficultés-là? Franchement, ça ne prend pas la tête à Papineau, là. On a des gens qui ont fait une demande pour venir sur le territoire canadien. On leur a dit qu'on allait les aider avec une passerelle aérienne. Et un mois plus tard, on se rend compte qu'il y a des difficultés à mettre en place une passerelle aérienne. Hey, c'est gênant. C'est gênant pour... Moi, je suis gêné parce que, comme parlementaire, ces gens-là, on leur a dit qu'on les aiderait. Puis aujourd'hui, en pleine face, on leur renvoie, on leur dit qu'on les aidera pas. Vous avez aussi ouvertement critiqué l'annonce qui a été faite avec des points... des points aéroplans. Est-ce que, en plus de ce que vous pensez de cette annonce-là, aujourd'hui, le fait qu'on est un mois plus tard et il n'y a rien qui s'est passé, c'est comme ajouter l'insulte à l'injure? En fait, je ne peux pas être plus déçu. Je ne peux pas être plus déçu. Ça fait, comme je vous le dis, 2 mois que je me bats pour cette idée-là. Aujourd'hui, non seulement ils nous disent qu'ils sont incapables de mettre en place quelque chose qu'ils ont eux-mêmes annoncé il y a un mois, mais en plus de ça, ils continuent à vanter leur plan de 1000 aéroplans qui, soit dit en passant, on n'entend plus parler, là. Moi, j'ai posé des questions au ministre. Je leur ai dit, là, on est rendu à combien de ressortissants ukrainiens qu'on a ramenés grâce au programme de points 1000 aéroplans puis de vols nolisés? J'ai aucune réponse du ministre. Peut-être que ça serait bien de lui poser, d'ailleurs, à savoir sont rendus où en termes de nombre de personnes qui ont rapatrié avec leurs annonces qu'ils ont faites il y a un mois. Je suis déçu puis je suis assez en colère aussi, je vous dirais. Là. Je me permets de vous poser une question sur un autre dossier dans lequel vous êtes très impliqué, celui de Raif Badawi. Oui. Est-ce que ça progresse? Parce que je sais que quand sa libération a été annoncée, il y avait quand même des détails qui étaient attendus sur la possibilité qu'il revienne au Canada aussi. C'était quand même compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? L'objectif principal, c'est que Raif retourne dans sa famille avec sa femme et ses enfants à Sherbrooke. Ça, c'est l'objectif principal. On n'a pas bougé de là. Présentement, l'interdiction de sortir de l'Arabie saoudite est toujours maintenue. Donc, il est sur le territoire de l'Arabie saoudite. Il n'est plus en prison, ça, on le savait. Il y a énormément de jeux de coulisses dans ce dossier-là. Et c'est pourquoi je me dois d'être extrêmement prudent. Et malheureusement, je ne pourrais pas aller bien plus loin que vous dire qu'on continue le travail en coulisses. On ne fait pas de com avec ça parce que l'objectif principal, c'est de revoir Raif le plus rapidement possible ici. Mais sachez qu'on est en contact avec NSAF. On s'appelle quasi quotidiennement. Je parle aux enfants aussi, à Tirade et compagnie. Et Yves-François était avec NSAF, d'ailleurs, samedi passé pour un lunch où ils ont eu des discussions. Donc, on est là, mais on va pour l'instant garder nos discussions en coulisses pour le bien de l'objectif. Merci. Merci. Good afternoon. I'm Charlie Angus, and I'm here to speak about the situation facing the Cree communities of Fort Albany and Kashechewan because of the rising river waters on the Albany River and the risk of a massive flood. Every year, the people of Kashechewan are forced to undertake a partial evacuation of the elderly and the young, and that is because the dike that surrounds the community is completely substandard and cannot guarantee the safety of the people if the water rises too quickly. This situation is unacceptable, and it has caused years of trauma for the people of Kashechewan. But this year is particularly troubling. We are well into the partial evacuation, but the water levels on the Albany River north of the community, or upriver from the community, are extremely high right now.
We know that the water has washed away the connecting bridge in Fort Albany, so the community is cut off. Kashechewan is facing the need to have an immediate full evacuation. I have a letter here written to Minister Bill Blair from the Chief of Kashechewan asking for immediate air military support, particularly the Hercules transport lifts that are needed to get the people out and get them out fast, because the longer we wait, the more people are at risk. If the dike wall gives away, it will be a catastrophe. I'm asking the minister to put all his team and resources to help Kashechewan and Fort Albany. I'm here also to ask Minister Hadju to explain why since 2019 and the signed agreement with the people of Kashechewan to move this community to safe ground, nothing has been done. This community remains at risk year after year. This is an unacceptable situation. Je suis très préoccupé par la situation à la communauté de Kashechewan et Fort Albany dans la région de Bay James. Le niveau de l'eau dans la rivière sont très, très élevés. Et la situation a placé la communauté en risque. Et le potentiel pour une inondation massive et sévère. Chaque printemps, c'est nécessaire pour la communauté de lancer une évacuation partielle pour protéger les aînés et les enfants. C'est clair parce que les digues qui entourent la communauté, ce n'est pas suffisant pour protéger la sécurité des gens. Cette situation, ce n'était pas acceptable. Mais je suis inquiète par la situation maintenant parce que si l'inondation arrive très rapidement, le potentiel pour un désastre pour la communauté est clair. J'ai une lettre de M. le chef Gaius Wesley, à M. ministre Bill Blair pour demander l'aide immédiatement des forces canadiennes. En particulièrement, la communauté demande la présence des avions militaires pour aider l'évacuation pour les gens. Je demande que M. Blair travaille avec les communautés et la communauté de Fort Albany pour garantir la sécurité. Et aussi, je demande Mme Hadju, la ministre, pour expliquer pourquoi la communauté existe dans cette situation. Chaque printemps, année après année, le risque d'inondation, le risque d'évacuation, c'est clair. Le gouvernement a signé un accord avec les communautés, mais le gouvernement a refusé de trouver le plan pour déplacer les communautés dans une région, en terrain sécur. Donc, la situation est grave et je demande au gouvernement de répondre immédiatement pour à la chef de Kashechewan et la communauté de Fort Albany. Merci.